En 2023, 30 ans après son incarcération, Patrick Tissier peut enfin demander une remise en liberté. Cédric Volkaert, le frère de l'une des victimes, a témoigné de son angoisse. « Je crains pour ma mère et pour moi. Il voulait nous prendre tous les trois, ma mère, ma sœur et moi. Est-il passé à autre chose depuis ? Je pense qu'il s'en prendra forcément à quelqu'un d'autre. J'ai peur pour mon fils aussi. À partir d'aujourd'hui, il peut peut-être sortir. De toute façon, tant qu'il restera en vie, ce sera dangereux pour tout le monde. » Hello, aujourd'hui on parle d'un tueur français, tueur que vous connaissez certainement, il s'agit de l'ogre de Perpignan. Patrick Tissier naît le 24 août 1952 à Bourges et c'est le dernier d'une fratrie de 6 frères et sœurs dont il est le benjamin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu une enfance facile. Il grandit au milieu de parents qui se déchirent. Son père est chauffeur de taxi, il est violent. Il me semble que sa mère, elle reste à la maison, mais elle trompe énormément le père. Et en 1963, elle décide de quitter définitivement le domicile familial en laissant derrière elle ses enfants. Il a alors 11 ans quand il se retrouve avec seulement 2 de ses frères et sœurs puisque les 3 autres étaient suffisamment grands et ils étaient déjà partis du domicile. Son père se met en couple avec une autre femme qui s'appelle Marie Luna et cette dernière ne semble pas vraiment apprécier les enfants. Ça ne va donc pas trop arranger l'atmosphère familiale. Aussi, ce qui rentre dans l'équation, c'est que son frère s'est suicidé. Alors je ne sais pas à quel moment il s'est suicidé, mais c'est sûr que ça a dû l'impacter pendant son enfance. En 1965, alors qu'il est âgé de 12 ans et demi, il tente de violer sa sœur Viviane, mais il n'y parvient pas. Enfin, ce n'est pas tant qu'il n'y est pas parvenu, c'est qu'elle a réussi à le convaincre d'arrêter, de renoncer, ce qu'il a fait. Cependant, elle n'a pas oublié ce moment et leurs relations sont toujours un peu tendues. D'ailleurs, après ça, elle a été placée en foyer d'accueil. Alors je ne sais pas si c'est à sa demande, mais c'est probable. Tissier ne s'est pas arrêté là puisqu'en avril 1969, il tente cette fois-ci de violer sa belle-mère dans la salle de bain. Sentant qu'il n'y arrive pas, il la frappe, il l'étrangle et il l'abandonne sur le carrelage de la salle de bain. Lorsque sa belle-mère s'est réveillée, elle a porté plainte et c'est la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui est intervenue. À presque 13 ans, Tissier est suivi par un juge des enfants et plusieurs psychiatres et grâce à ce suivi, il ne commet plus de violence. Je précise que le père a toujours la garde de Tissier, c'est juste que de temps en temps, il va voir les médecins compétents. Tissier décide d'apprendre le métier d'électricien, mais très vite, il change totalement puisqu'il réussit à être embauché en tant que pompiste dans une station-service. On se dit que ça y est, tout roule pour lui, il a un travail, il ne commet plus de violence et en plus de ça, il rencontre une jeune fille alors qu'il est dans un bar. Il s'agit de Marie-Françoise Pinson qui elle aussi est âgée de 16 ans, elle est apprentie coiffeuse et ils restent en couple pendant 2 années jusqu'en 1971. La raison de leur rupture, il n'y a pas eu de rupture. Et en fait, il l'a juste tuée. Nous sommes le 1er mai 1971, Tissier, alors âgé de 18 ans, va bientôt partir pour faire son service militaire. Et avant de partir, il se rend avec sa copine à un bal. À la fin du bal, ils n'ont pas envie de rentrer tout de suite. Ils se promènent le long de la rivière, près de Bourges, et ils s'arrêtent au cœur d'une clairière. Ils s'embrassent, ils se font des papouilles, des moments câlins, des moments mignons. Sauf que Tissier, il a autre chose en tête. Il sait qu'il va partir pour son service militaire. Avant ça, il veut avoir un rapport sexuel avec Marie-Françoise. Le problème, c'est qu'elle, elle n'en a pas envie. Enfin, c'est pas qu'elle n'en a pas envie, c'est qu'elle est vierge et elle veut le rester jusqu'au mariage. Elle le lui explique et elle lui dit « Écoute, quand tu rentreras de ton service militaire, on se mariera et on couchera ensemble. » Comme sa réponse ne lui plaît pas, Tissier devient violent et Marie-Françoise prend peur. Il se met au-dessus d'elle pour l'immobiliser. Il la tue par strangulation. Il la déshabille, il la viole et il jette son corps dans la rivière. Le lendemain, le 2 mai 1971, le corps de Marie-Françoise est découvert par des promeneurs. Très rapidement, les soupçons se portent sur Tissier pour 2 raisons. C'est la dernière personne à l'avoir vu en vie et la deuxième raison, il est introuvable. Il est arrêté le 3 mai 1971 dans une chambre d'hôtel du centre-ville de Bourges et c'était dans cette chambre en fait qu'il s'était réfugié depuis qu'il avait tué Marie-Françoise. Il se rend très facilement et il avoue tout aux policiers. Il leur dit qu'effectivement, il l'a tuée parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui et qu'il pensait qu'elle ne l'aimait plus. Tissier est inculpé de meurtre. Dans un premier temps, il est placé en détention provisoire avant d'être emprisonné à la maison d'arrêt de Bourges en mai 1971.
Sa conduite est qualifiée d'exemplaire par le personnel et les quelques psychiatres qui l'ont examiné disent qu'il est tout à fait capable d'un raisonnement lucide. Notamment parce que lorsqu'il s'était réfugié à l'hôtel, il l'avait fait sous un faux nom pour éviter d'être opéré. Après avoir été jugé entièrement responsable de ses actes, son procès s'ouvre le 25 avril 1972 à la cour d'assises du Cher. L'accusé, qui a alors 19 ans, est qualifié de nouveau de prévenu exemplaire, qui est facilement curable et qui peut être réadaptable. Tissier est condamné à 20 ans de réclusion criminelle et il est transféré au centre de détention de Muret. Encore une fois là-bas, il est exemplaire. Et pour le récompenser de son comportement modèle, il a réussi à avoir quelques permissions, notamment en 1982. En décembre 1982, il a déjà réussi à avoir 5 permissions et tout s'est bien passé. Donc le 15 décembre 1982, il a sa 6e permission et personne ne se pose de questions puisque les 5 dernières permissions se sont très bien passées et il est revenu à chaque fois. Cette 6e permission est une permission de 3 jours, sauf que cette fois-ci, Tissier, il n'a pas l'intention de revenir en prison. Le 18 décembre 1982, alors qu'il est censé revenir en prison, Tissier entame sa cavale. 4 jours plus tard, le 22 décembre, il se promène dans les rues de Toulouse et il y a une secrétaire qui est en train de manger un sandwich dans sa voiture. Tissier la voit, il a une pulsion. Il la menace avec un pistolet à grenaille. Il monte dans le véhicule, il lui demande de rouler en dehors de la ville. Une fois le véhicule stoppé, il sort de la voiture, il lui ordonne également de sortir de la voiture, il la viole et quand il a fini, il remonte dans la voiture et il s'enfuit, laissant la jeune femme dehors toute seule. Ce n'est pas suffisant pour lui. Le lendemain, le 23 décembre, il veut recommencer. Il trouve une femme qu'il veut violer, encore une fois, sauf que cette fois-ci, il n'arrive pas. La femme, lorsqu'elle réussit à s'échapper, abandonne son sac. Tissier vole donc son sac. Il commettra ensuite d'autres vols, plus ou moins violents, afin d'assurer la poursuite de sa cavale. Cependant, à ce jour, on ignore s'il a commis des meurtres pendant cette cavale qui aura duré près de 4 mois. En avril 1983, ce sont des passants qui le repèrent alors qu'il était en train de commettre un vol avec violence et il était à Nice. Tissier est de nouveau arrêté et inculpé pour les faits de viol, évasion, tentative de viol et vol avec violence. Et après ça, il est placé en détention provisoire. Les experts psychiatres décrivent une dangerosité permanente et cette fois-ci, ils disent que Tissier est difficilement réadaptable. C'est en 1985 que Tissier comparaît devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour son évasion, pour son viol de la secrétaire, pour la tentative de viol sur l'autre jeune femme et aussi pour les vols avec violence qui ont été commis au cours de sa cavale. Pour tous ces faits, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Grâce au jeu des remises de peine, Tissier est libéré le 4 janvier 1992. Il est âgé de 39 ans et il décide de s'installer à Perpignan pour commencer une nouvelle vie. Il travaille au début pour un maraîcher, puis il va travailler dans des hôtels et sur son temps libre, il aime bien aller à la messe. Pendant ces messes, il intègre une communauté, la communauté mormone. Il rencontre la famille Volkert avec qui il s'entend très bien et il est même surnommé Tonton Patrick par les enfants. Bien évidemment, la famille ignore son passé de criminel et il le considère comme quelqu'un de très gentil et serviable. Le 6 août 1993, Patrick Tissier a une pulsion. Il se rend chez sa voisine, Concetta Lema, et il décide de la violer. La femme de 45 ans essaye de se débattre, en vain, et pour qu'elle arrête de se débattre, il l'étrangle. Il la ligote et il enveloppe son corps dans un rideau de douche, puis il le déplace dans le tunnel des Coves. C'est un tunnel souterrain situé à Canoës et il est à plusieurs centaines de mètres de profondeur. C'est Pascal, la fille de Concetta, qui s'inquiète en premier puisqu'elle a l'habitude d'appeler sa mère tous les jours, histoire de prendre des nouvelles. C'est un appel que les deux femmes ne manquent jamais, sauf exception, et c'est prévu. Donc Pascal se dit, c'est bizarre quand même. Elle demande à ses frères et sœurs s'ils ont eu, eux, des nouvelles de leur mère. Ce n'est pas le cas. Pascal sait qu'il y a un voisin de sa mère qui s'appelle Tissier, et donc elle décide de lui en parler. Elle lui dit, voilà, j'ai pas de nouvelles de ma mère, est-ce que vous sauriez si elle est chez elle, si elle ne l'est pas, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Il répond négativement. Il ne s'arrête pas là, puisque de bon cœur, il lui propose de l'accompagner au commissariat pour signaler la disparition de Concetta Lema, qu'il avait lui-même tué quelques heures auparavant. Faut vraiment être psychopathe pour faire ça. Là, on a un cas un peu touchy. Concetta, c'était la petite amie ou l'ex-petite amie, enfin bref, elle avait déjà flirté avec un trafiquant de drogue.
Le mois prochain, elle devait comparaître devant la justice pour complicité dans ce trafic de drogue. Les gendarmes se disent naturellement qu'elle a dû s'enfuir pour éviter de comparaître et ils ne prennent pas l'affaire au sérieux. Tissier continue sa petite vie, il continue de se faire des amis à droite à gauche, d'être gentil avec tout le monde, jusqu'au 10 septembre 1993. Il est 21h30 lorsqu'il frappe à la porte de Marie-Josée Gauze. Cette femme âgée de 41 ans l'avait rencontrée lors d'une réunion pour des ventes de produits alimentaires dont je ne citerai pas la marque, et depuis, ils étaient devenus amis. Lorsqu'il arrive chez elle, il lui dit qu'il veut lui montrer une photo d'une petite fille qu'il connaît, qu'il apprécie. En réalité, c'est pas ça qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est faire l'amour avec Marie-Josée. Elle refuse. Elle n'en a pas envie, ils sont amis, et elle est divorcée depuis pas très longtemps. Elle n'a pas trop la tête à ça. Tissier insiste un petit peu. Et quand elle lui dit que non, elle ne veut vraiment pas, elle lui demande de partir, il part. Elle continue sa soirée, et vers minuit, elle va se coucher. Au moment où elle rentre dans sa chambre, elle sent une présence. Et elle fait ce que tout le monde fait dans les films. Il y a quelqu'un ? Tissier lui répond. Parce qu'il est là. Il lui dit « oui, je suis là ». Et elle se rend compte qu'il est allongé sur le lit. Il tente de l'étrangler avec un foulard qu'il trouve, puis il frappe sa tête à de nombreuses reprises sur le sol. Il la ligote, il la déshabille et Marie-Josée s'évanouit. Quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est ligotée avec des fils électriques, qu'elle est allongée au sol, et elle se rend compte aussi qu'elle porte une culotte noire. Et ce n'est pas la culotte qu'elle avait enfilée plus tôt. Elle lui demande pourquoi il fait ça, ce à quoi il lui répond « Quand tu refuses quelque chose à un homme, tu ne sais jamais comment il va réagir. Jamais. » Finalement, elle a réussi à le convaincre de la laisser en vie, il la détache et il lui dit par contre « Il ne faut rien que tu dises. » Et il s'en va. Première chose qu'elle fait, c'est qu'elle appelle les urgences pour leur dire qu'elle a besoin d'aide. Elle communique son adresse et au moment où elle a fini de communiquer son adresse, elle s'évanouit. Quand les pompiers arrivent sur place, elle a perdu connaissance. Bien évidemment, elle est hospitalisée et ce n'est pas très beau à voir puisqu'elle a le larynx broyé, la mâchoire cassée et son crâne, plusieurs de ses côtes et ses vertèbres sont fracturées. Inutile de préciser qu'à ce moment-là, elle est dans le coma. Il y a certains examens complémentaires qui y sont faits et les examens révèlent qu'il n'y a pas eu d'abus sexuels. Lorsqu'elle se réveille, elle témoigne auprès de Robert Ayache, qui est officier de la brigade de recherche de Perpignan. Elle raconte tout. Du moins, elle essaye de raconter tout ce qu'elle peut, avec ce qu'elle peut parler, puisque dès qu'elle parle, ça lui fait mal. Elle arrive tout de même à donner le nom de son agresseur, Patrick Tissier. On fait un tout petit bond dans le temps, on arrive le 13 septembre 1993. Il est 17h lorsque Cédric Volkert, qui est en classe de CM1, sort de l'école. Il est censé rentrer avec une de ses voisines et sa sœur Karine. Sauf que Karine, âgée de 8 ans, n'a pas envie de partir. Elle veut continuer de jouer avec ses petites copines dans la cour de récré. Cédric prévient la voisine et tous les deux, ils décident de la laisser dans la cour de récré avec ses copines, puisque de toute façon, c'est comme une sorte, je sais pas comment on appelle ça, mais d'études le soir. Enfin, c'est un moment où il y a des enfants qui peuvent rester un petit peu plus tard pour les parents qui ne peuvent pas aller les chercher à 17h. Et Cédric et la voisine se disent qu'ils reviendront un peu plus tard, donc à 18h, pour récupérer Karine. À 18h, Cédric revient avec sa marraine Joël, et la maîtresse dit à Joël, Karine, elle vient juste de partir il y a quelques minutes, avec un homme. Ok, c'était pas prévu, mais bizarre. Je précise à ce moment-là que la famille habite à 200 mètres de l'école, donc c'est pas très loin. Et du coup, Joël et Cédric parcourent un peu les 200 mètres en essayant d'appeler Karine pour savoir si elle est quelque part entre le chemin de l'école et de la maison. Ils se disent que si elle est partie il y a quelques minutes, elle est forcément quelque part dans ces 200 mètres. Ils ne la retrouvent pas. La mère Jocelyne Miluy est prévenue et quitte son travail plus tôt pour essayer de retrouver sa fille. Elle se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Immédiatement, les policiers arrivent sur place, ils créent un barrage, ils fouillent des véhicules, des appartements, ils interrogent les voisins. Personne n'a vu Karine. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un appartement où un petit garçon, qui est dans la même classe de Karine, dit qu'il a vu Karine quitter l'école avec un homme qui portait une moustache brune et qui avait une voiture de la couleur des bureaux de la classe. La couleur, c'est beige. Il dit aussi avec son innocence d'enfant que le logo était un lion debout. C'est Peugeot. Voilà, je vous le dis. Les policiers fouillent l'appartement de la famille Volkert à la recherche d'indices. Dans la chambre de Karine, ils trouvent une photo où il y a Karine et son frère et au milieu des deux enfants, il y a un homme. Un homme qui a une moustache.
Tout naturellement, il demande à Jocelyne si c'est le père des enfants, ce à quoi elle répond « Non, c'est un ami, les enfants l'adorent, il s'appelle Patrick. » Patrick. Patrick comment? Patrick Tissier. Ah, il contacte son équipe afin de connaître le véhicule de Patrick Tissier. Eh bien, vous savez quoi? Sa voiture, c'est une Peugeot 305 GLD beige. Certains policiers se rendent chez Tissier, mais il n'y est pas. Et pendant ce temps-là, Robert Ayache demande à la mère s'ils avaient souvent l'habitude de le voir. Elle lui dit que oui, de temps en temps, il venait manger à la maison, qu'il s'entendait très bien, qu'il gâtait les enfants et que les enfants l'adoraient puisqu'il l'appelait Tonton Patrick. La photo qu'il avait vue dans la chambre de Karine est une photo qui a été prise l'été dernier pendant les 41 ans de Jocelyne. 41 ans auxquels Tissier était invité. Les policiers remarquent des débits bancaires sur le compte de Tissier, mais c'est pas pour autant qu'ils arrivent à retrouver sa trace. Robert Ayache retourne voir Marie-Josée pour lui montrer la photo de Karine. Comme elle lui avait expliqué qu'au début il était venu chez elle pour lui montrer une photo d'une petite fille, etc., il se dit que à tout moment il peut y avoir une correspondance. Quand il lui montre la photo, Marie-Josée lui dit oui, c'est elle qui m'a montré. Je vous le redis encore une fois, mais Jocelyne à ce moment-là, elle ignorait tout du passé de Tissier. Donc même quand les policiers commencent à creuser sur lui, elle se dit que c'est impossible qu'il ait fait du mal à sa fille. Robert, il décide de se planquer devant l'immeuble en attendant que Tissier s'y rende. Pendant ce temps-là, la juge d'instruction qui est responsable des deux affaires, Danielle Brault, ordonne le 20 septembre la diffusion d'une annonce de recherche présentant Tissier. Cependant, il n'y a aucune mention de sa qualité de suspect qui est faite et son casier judiciaire n'est pas évoqué. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle se dit que si jamais il voit les avis de recherche, elle n'a pas envie que ça l'affole et qu'il tue la petite fille si cette dernière est encore en vie. Le plan épervier est mis en place. La description du véhicule et la plaque d'immatriculation sont données à toutes les équipes. Le 21 septembre 1993, après une course-poursuite, Tissier se rend sans trop de résistance. Ce sont les gendarmes de Pollan, dans l'Hérault, qui l'ont arrêté. Sur le siège passager du véhicule, il retrouve des armes, fusil à pompe et revolver. Pendant son interrogatoire, il avoue le meurtre de Karine et il décide d'emmener les policiers sur place, à moins de 30 km de l'endroit où Karine vivait. Sur le trajet, il raconte. Il avait très envie de voir Karine, de l'enlever, de la violer. Donc il s'est rendu sur le parking de l'école primaire et lorsqu'elle est sortie de l'école, elle lui a dit que c'est lui qui l'a ramenée. La jeune fille était très contente puisqu'elle l'adorait. Rappelez-vous, elle l'appelait Tonton Patrick. Après l'avoir fait monter dans son véhicule, il lui a dit qu'ils allaient jouer à un jeu. Le jeu du gentil et du méchant. Il attache Karine, il la bâillonne et il lui met une cagoule. Cette dernière ne voit rien, elle ne sait pas où ils vont. Cependant, elle se dit que le trajet qu'il suit n'est probablement pas le trajet qu'elle fait quand elle rentre chez elle. Quand elle lui pose la question, il la rassure en lui disant qu'il prend un autre chemin, mais que surtout, elle ne s'inquiète pas, il va bien la ramener chez elle, et s'il fait ça, c'est tout simplement pour que le jeu dure plus longtemps. Il lui demande de se cacher entre la boîte à gants et le siège passager. Il se gare vers Cabane de Fitou, près d'une maison abandonnée à l'extérieur du village. Il force Karine à sortir de la voiture et il essaye de la violer par devant. Cependant, ça ne fonctionne pas, donc il la retourne et il la viole à présent par l'arrière. Karine essaye de se défendre, mais il maintient ses poignets, donc pour elle, c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Tissier la frappe plusieurs fois et quand il réalise ce qu'il vient de faire, il prend peur et il l'étrangle à mort. Il la viole de nouveau, puis il la transporte et il la jette dans le puits de cette maison abandonnée. Par-dessus, il jette des détritus et il s'enfuit. Les policiers arrivent maintenant sur place et ils arrivent au niveau du puits que Tissier a décrit. Ils découvrent Karine sous un matelas et des gravats. Les policiers préviennent immédiatement Jocelyne et le lendemain, ils préviennent Marcel, le père de la petite fille, qui en apprenant la nouvelle s'évanouit. Ce dernier convoque la presse et il qualifie Tissier de bête nuisible. Il appelle à la vengeance. Il s'en prend aussi à la justice parce qu'il a appris le passé de Tissier. Je fais appel à tous les papas, à toutes les mamans, à toutes les personnes qui aiment les enfants pour qu'ils m'aident à faire rétablir la peine de mort pour crime sur enfant. Tissier avoue une seconde fois l'avoir enlevé, violé et tué et il explique qu'il a fait ça puisque quand il était parti de chez Marie-Josée Gauze, il avait comme un goût d'inachevé. En plus de ça, il savait qu'elle allait le dénoncer donc il s'est dit foutu pour foutu, allons-y quoi. Il est placé en détention provisoire et le 22 septembre 1993, la juge d'instruction Danielle Brault, qui était sur les deux affaires, le met en examen pour séquestration, enlèvement et viol sur mineur de moins de 15 ans, homicide volontaire avec circonstances aggravantes à l'encontre de Karine Volkaert, mais aussi pour la séquestration
l'agression à caractère sexuel et la tentative de meurtre de Marie-Josée Gauze. L'arrestation de Tissier provoque un débat médiatique, notamment par rapport à la récidive. Elle engendre notamment une polémique en faveur du rétablissement de la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Le 1er février 1994, Pierre Méhaignerie, qui est ministre de la Justice, propose une loi dite de perpétuité incompressible. Cette loi permettrait à la Cour d'exclure la libération anticipée de quelqu'un qui a été condamné pour viol et pour meurtre sur mineur. Cela éviterait que des futurs criminels comme Tissier puissent sortir de prison à la fin d'une période de sûreté. Le 25 février 1994, vers 15h, Dominique Miluy, qui est l'oncle de Karine et qui est aussi accessoirement caporal-chef des sapeurs-pompiers de Roubaix, prend en otage Dominique Malice, qui est le directeur du cabinet du maire de Perpignan. Il le menace avec une arme de poing et lui exige que Tissier lui soit remis. Finalement, il se rend peu avant 21h et pour ça, il prendra 3 mois de prison. La loi de perpétuité incompressible est promulguée le 1er mars 1994. Cependant, elle n'est pas rétroactive et elle ne pourra donc pas être appliquée à Tissier. Revenons-en un petit peu à Concheta Lema. Parce que certes, nous, on sait ce qu'il s'est passé puisque je vous l'ai raconté, cependant, la famille de Concheta n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Pourtant, la juge d'instruction, Danielle Braud, a essayé de tirer les vers du nez de Tissier. 2 ans plus tard, Tissier envoie des lettres à Danielle Braud pour lui expliquer le mélange de violence et de sexualité. Il lui dit même que maintenant, il est prêt à faire des déclarations concernant la disparition de Concheta Lema. La seule condition, c'est que Danielle Braud vienne le voir en prison. Le 19 septembre 1995, elle se déplace pour lui parler. Et au début, Tissier, il n'est pas prêt à parler de Concheta Lema. Il lui dit juste qu'il est maltraité par les gardiens, par ses codétenus. Il se plaint de ne pas avoir de chocolat au petit-déj. T'es en prison en fait. La juge s'impatiente quelque peu, puis Tissier avoue qu'il a tué Concheta Lema. Cependant, il n'en dira pas plus. Du moins pas tout de suite. Elle revient 15 jours plus tard. C'est à ce moment-là qu'il raconte qu'il l'a étranglée avant de la démembrer. Mais encore une fois, il ne dira pas où. Il attend jusqu'à la fin de l'année pour révéler aux policiers que son cadavre se trouve dans un étang de Fitou. À ce moment-là, il est mis en examen pour le meurtre de Concheta Lema, il regagne sa cellule et une équipe de policiers est envoyée au niveau de l'étang pour commencer des recherches. À la fin de ces recherches infructueuses, Tissier avoue qu'en fait il a menti, qu'il ne l'a pas jetée dans un étang mais qu'elle est plutôt sous 2000 m3 de gravats. Le problème, c'est que les policiers ne vont pas avancer les frais pour enlever 2000 m3 de gravats. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Tissier s'amuse beaucoup à les mener en bateau, parce que cette affirmation a été encore fausse. La juge commence de plus en plus à perdre patience. Elle retourne le voir une dernière fois, le 13 septembre 1996. Elle lui dit que c'est sa dernière chance d'avouer. C'est lors de ce dernier entretien qu'il dit qu'elle est cachée dans le tunnel des Coves, le tunnel souterrain situé à Canoës dont je vous ai parlé et qui est situé à une centaine de mètres de profondeur. Le 16 septembre 1996, 3 ans après sa disparition, le corps de Concheta est retrouvé. Tissier est envoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour ses 2 meurtres et sa tentative de meurtre. On le surnomme l'ogre de Perpignan. Le 26 janvier 1998, alors qu'il est âgé de 45 ans, son procès s'ouvre et il est représenté par Enrique Villanova et Pierre Para. Côté défense, Jocelyne Miluy et Marie-Josée Gauze sont toutes les deux représentées par Étienne Nicolo et la famille Lema, elle, est représentée par André Coll. Les experts psychiatres concluent que Tissier ne souffre pas de pathologie mentale et qu'il associe violence et sexualité. Pour lui, ces 2 termes sont indissociables, c'est la raison pour laquelle il fait subir des violences à ses victimes et c'est ce qui le stimule sexuellement parlant. Il a tout à fait conscience de la gravité de ses actes et il ne semble pas avoir de remords. D'ailleurs, pendant le procès, il n'adresse aucun regard aux familles des victimes. À la fin du procès, il s'excuse pour les atrocités commises. Mais il n'est pas très convaincant non plus et il ajoute qu'il ne souhaite pas que la ville de Perpignan ait affaire à un autre Patrick Tissier. Marie-Josée Gauze lui a répondu « Tu n'as pas à être désolé. Les monstres ne sont pas désolés ». Pour sa tentative de meurtre, il avoue aussi la préméditation puisqu'il avait acheté des menottes quelques jours avant d'aller chez elle. Et quand on lui demande pourquoi il avait acheté ces menottes, il répond qu'il les avait achetées au cas où elle ne voudrait pas coucher avec lui ou voilà. Il avait prévu ça. Le 31 janvier 1998, Tissier est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle est assortie d'une période de sûreté de 30 ans, ce qui signifie qu'après 30 ans de prison, il pourra être libérable. La castration s'est d'ailleurs posée pendant son procès, puisqu'ils se sont dit que lorsqu'il serait libéré, il pourrait tout à fait recommencer. Il l'avait déjà fait pendant ses permissions.
L'affaire revient sur le devant de la scène en septembre 2023 puisqu'il s'agit du 30e anniversaire de son incarcération. Cet anniversaire signifie aussi tristement qu'il peut demander une libération conditionnelle. Comme vous en doutez certainement, les familles des victimes et les victimes rescapées s'opposent fortement à ça. Elles essayent aussi de faire des petites pétitions. À la suite de cette manifestation, il y a aussi une victime qui s'est faite connaître qui s'appelle Yvelise R. Elle affirme qu'elle est une autre victime de Tissier qui l'aurait violée pendant sa 6e permission. C'était en décembre 1982, ils étaient âgés de 20 ans au moment des faits. Elle explique que son mari Christian était au centre de détention de Muret, comme Tissier, et que pendant sa permission, il s'est tout simplement rendu chez eux dans le but de violer sa femme. Elle déclare « Je réagis aujourd'hui parce que je me dis que si j'avais alerté la police sur le moment, peut-être que ce type aurait été interpellé et qu'il n'aurait pas commis les horreurs qu'il a enchaînées. Je parle parce que Patrick Tissier est libérable et que je m'en voudrais à vie s'il réussissait à nouveau à voler l'adresse d'une sœur, d'une femme ou d'une petite fille d'un codétenu et qu'il recommence à violer et tuer. » Pour le petit update, aujourd'hui Patrick Tissier est encore en prison, il n'a pas été libéré. On ne sait pas s'il le sera un jour, mais peut-être qu'il finira en prison. Du moins, c'est ce que la plupart des personnes espèrent. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'ogre de Perpignan. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.